membres du comité d'organisation, mesdames et messieurs, honorables distingués invités en vos différents titres, grades, qualités et rangs. C'est pour moi un réel plaisir d'avoir été honoré en m'identifiant pour cet échange de quelques minutes sur le peuple Batonou à l'occasion du premier congrès ordinaire du CRAD Boulansois. Boulansois Batonou veut dire le chemin du bonheur, de la prospérité. Ce chemin que vous avez voulu tracer avec la grâce de Dieu sera toujours le chemin du bonheur. J'avais donné quelques minutes pour échanger un peu sur le peuple Batonou. Le titre de ma communication, vous le voyez là, le Batonou, qui est-il? Je voudrais, d'entrée de jeu, au dire, c'est la lame du Batonou, ont environ 13% au Bénin. Derrière les locuteurs du Fondé, 26%, et du Yoruba, 14%. Avant, les locuteurs du Bungé, 12%, les Adjabé, 11%, les Aïsobé, 8%, et du Amaria, 15%, et Inditiné, 3%, etc. Le peuple Batonou, selon certains observateurs, est d'abord un peuple utilisant à la fois accueillant et discret. Le Batonou, c'est le citoyen du pays Batonou ou Barouté. Le terme Batonou ne peut pas amener cette définition-là. A été déformé en Bariba. En réalité, le Batonou lui-même se reconnaît dans l'appellation Batonou de Bariba. C'est une déformation et je vous ai expliqué cela et l'origine de ce Batonou. Et au niveau de la langue, la question se posait, est-ce que le Batonou est une langue homogène? Oui, le Batonou est une langue homogène. Et sur quel plan et suivant quelle méthode identifie donc les variantes du Batonou d'un parler à un autre? Et c'est cela. Vous répondez à cette question en disant que c'est la homogène, mais c'est au niveau phonétique. Il parle de Batonou de telle province, telle province. La deuxième partie de la présentation, là où je vais insister un peu, c'est l'espace géographique du Batonou au Bénin et au Nigeria. Le Barouté et sa structure politique avant le XIVe siècle. Il ne faudrait vraiment pas mettre globalement dans l'histoire précoloniale. Par rapport à l'histoire Batonou, nous parlerons en termes de l'histoire pré-Ouassangari du Batonou, dans l'ère avant l'ère Ouassangari, et du Batonou à partir de l'ère Ouassangari. Et tout ça, ça se trouve dans la période qu'on appelle globalement précoloniale. Quel est l'espace géographique l'espace géographique du peuple Batonou au Bénin et au Nigeria? Au Bénin, environ 50 000 km², où le Batonou majoritairement, et du côté du Nigeria, environ 2 000 km². Alors, lorsqu'on prend l'aire géographique Batonou du Nigeria à l'est, jusqu'à l'ouest, au niveau du Bénin, de soit 10 000 km². Au Nigeria, les Batonous sont répartis dans l'état de Kora State, avec leur zone qu'ils ont baptisée le Barouté Local Government, et qui a pour chef-lieu Konsmousou.
géographique du Barouté, c'est là ce qu'on appelle le dédité. Or, le terme dédité, en réalité, c'est à partir du 16e siècle. Pour l'expliquer. On parlait de dédité seulement à partir du 16e siècle, lorsque l'Empire Songhai a été détruit en 1591 approfondi par l'armée marocaine. Et ceux qui ont fui, plusieurs individus, ça ne désigne pas un groupe, mais ça désigne d'abord un espace géographique dans le Songhai, dans la langue Songhai. L'espace géographique, avec l'amont, par rapport à l'amont d'un bourreau qui est le Tenga, et l'aval qui est le Dendi. Et on est Dendi pour l'homme du Dendi. Donc c'est par rapport à l'évolution que ce concept géographique a été attribué aux individus qui sont en réalité, lorsqu'on veut parler en termes d'ethnie ou en termes de groupe culturel, socio-culturel, linguistique, c'est le Songhai. Le Nigeria, et qui voulait marquer la connectivité avec le Barouté Local Government, le Bogotè avec nos frères voisins et Bourbo au nord-est et le Sauté du côté de l'ouest avec les différents peuples. Globalement, le peuple que le bâtiment, les arbres, l'ouest comme le Sou, donc on parlait de Sauté. Voilà comment cela se présente. Maintenant, le Barouté, avant l'ère Ouassangari, à savoir l'ère Ouassangari est située selon les auteurs entre 1350 et 1480, selon les auteurs. Donc, c'est dans cette pays. Donc, il y a d'abord le pays Makarabo. Donc, on l'appelle Makarité. On est là, le Pelleté. Et vous avez le Guinambourouté. Alors, le Bourouté que je viens de vous expliquer, le Guinambourouté, là, après, c'est qui a ou qui garde. Et donc, le chef qui règne, le chef traditionnel par nous qui règne, il porte le titre de Seroula quand il est de la génération Ouré et de son nom quand il est de la génération Ouré. Lorsque nous comptons là, il y a le sous-pays Warité à la sortie du Pétéro sur la gauche. Et le titre de règne, c'est le Selon Boubor quand il est Ouré. Et selon Bounon, lorsqu'il est de la génération du clan. Après, vous avez le pays Guérarou, qu'on appelle Guérarouté. Ce n'est rien d'autre que l'actuelle région de Sinandé. Et dont le chef porte le titre de selon Guéra, quand il est roulé, et Yawassidi, lorsqu'il est comme. Et le sous-pays Poité, avec du clan Tossou, les Batangou. Du chef, dont le chef porte le titre de Sinakanoui. Lorsqu'on maintenant voilà les subdivisions de Magaté. Lorsqu'on sort de Magaté, nous tombons dans le Barouté, avec comme chef le Babouchnon. Et c'est le Barouté qui avait jusqu'à la région de Kandi. Lorsqu'on sort de Barouté, en principe, on tombe près de Barouté, nous avons le pays Pacifique, dans le côté nord-est là, et donc le style, dont le chef politique de Bantia. En réalité, c'est un territoire carrément, et avec l'évolution, c'est devenu territoire des deux groupes ethniques, Barlamon et Pau. Il y avait entre, oui, je l'avais marqué là, santé. Banibara n'existait pas encore, on ne pouvait pas encore parler de Banibaraté, puisque Banibara parlait de Banibaraté à partir de l'ère Ouassangari. Je vais vous l'expliquer donc. Il y a le santé et le pavité. Et au niveau du pavité, c'est une femme qui règne à la Kérou, qui parle de Kérou, et elle porte le titre de Lyon Yaboyere. Et ça avant l'arrivée de la famille Faro Monson. Santé, il a dit, et après, Barouté, c'est le santé, avant de tomber dans le Barouté. Le Banibaraté, c'est à partir de l'ère Ouassangari, qu'on parlait de Barouté avec la famille des nations. Le pays Ouassaté avec le Ouassa Sonon. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'à l'époque, les chefs concentraient tous les pouvoirs, à la fois économique, spirituel, politique, administratif et religieux
avant l'ère Ouassangari. On assistera à la division du pouvoir avec l'ère Ouassangari. Tout ça, je vous ai expliqué dans les détails. Quand on vous entendez parler de Sinasouriki, de Sinaouinougui, ou bien de Sinabiamari, donc c'est le chef traditionnel à l'époque. Et par rapport aux recherches qui ont été réalisées, comme je le disais, les chefs traditionnels concentraient le pouvoir politique, économique, spirituel et religieux. Et la succession se faisait donc par centre de conflit, car ce n'est pas un trône ou un pouvoir purement politique. La succession se fait pas sans trop de conflits, sans qu'il y ait deux chefs sur le même trône à la fois, tout simplement parce que le choix du chef du roi n'est pas seulement la volonté des individus, mais les ancêtres aussi interviennent, les divinités interviennent. Ce qui a fait qu'il y a un genre de contre-pouvoir, donc les individus ne peuvent pas faire leur volonté en voulant contester, quand eux-mêmes ils ne sont pas contents, ils sont privés, ils n'ont pas retenu, ils ne peuvent pas faire autre chose. Et à ce niveau-là, il y avait cette instabilité. Donc aucun roi à ce niveau, et à l'époque, et beaucoup d'auteurs m'ont dit, c'était des royaumes autonomes. Dans chaque pays avait son chef qui était un roi parce qu'ils avaient leurs attributs, ils avaient leur territoire, et généralement ça se passait relativement bien, relativement stable. Les données vont changer et lorsque nous arriverons avec la pénétration au Ouassangari. Et les chefs, les derniers éléments là, se distinguaient surtout par leur courage ou leur bravoure, par le monde qui les traite et par la force qui était à la richesse. Et surtout, la première installation. Donc, je vous ai fait un tableau là que j'avais marqué les clans des bateaux autochtones ou bateaux circonstanciés. Ceux qui se bateaux autochtones, vous avez fait ce tableau là. Et j'ai marqué, comme vous voyez, quand vous voyez, s'il y a les bons là, voilà, le numéro 23, il était dans la région de Nassi de Kinogourou, et ils ont fait des forgerons, vous voyez les monis, et c'est de suite l'île. Donc vous avez tous ces gens. Maintenant, le bâton, c'est que Saint-Sou, avant l'ère Ouassangari, donc il était organisé au plan politique en royaume autonome. Et moi, je crois que le débat, moi, je l'ai ouvert. On ne parlait pas du royaume de mon point de vue, de l'empire. Et je souhaiterais qu'avec les historiens, les hommes de lettres, les sociologues, nous menions ce débat-là. Il y a beaucoup de royautés, mais on en est arrivé à ce que l'ensemble de ces royaumes autonomes soient fédérés pour qu'on en fasse un grand ensemble comme l'empire. D'où le terme de Sinaboko. On va le livre. Donc dans cette réforme-là, il y a donc la date qui est maintenant, comment ça s'est opéré et cette pénétration au Ouassangari. Il y a eu cette phase principale pour la de Ouassangari dans le Bamouté. La première phase, c'est le mariage de Sonon Siro avec les femmes Bartamou de Boy, Kika et Sandro, pour donner naissance aux garçons respectivement Dior, Boni et Sani. Et Boni, vous l'avez très bien choisi, c'est lui qui est là pour vous dire assis votre président en d'honneur. C'est bien d'abord. La deuxième phase, c'est le mariage de Sami Simen, alias Simen